ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Votre fidélité nous honore. Merci de nous choisir pour vous informer. ABC Actu, c'est tout de suite. Entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, une amitié prend solidement corps sur base d'une relation économique ambitieuse et fructueuse. Ce lundi, c'est un autre important dossier qui a conduit Cheikh Chakbout Nayane Al Nayane auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le ministre d'État des Émirats arabes unis conduisait une délégation composée de plusieurs entreprises privées et publiques pour acter un partenariat qui va révolutionner la partie est du pays et plus particulièrement le Grand Kivu. Les deux parties, congolaises et émiraties, ont devant le chef de l'État signé le deuxième partenariat de Tuti Mining de la société Sakima. C'est un projet de plus de 1,9 milliard qui devrait développer, comme je l'ai dit, 5 mines industrielles et mettre en place une fonderie de plus de 500 millions de dollars dans la province du Sud Kivu. Cette signature avec Sakima qui dispose des mines va permettre d'approvisionner la fonderie qui sera installée dans la province du Sud Kivu. Grâce à ce partenariat, plus de 4 mines industrielles seront également mises en place pour connecter le sud du pays au Maniema avec de mines qui vont développer plusieurs activités connexes en même temps pour une transformation que l'Est du pays n'a jamais connue. Le ministre d'État des Émirats arabes unis a séance tenante remercié le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour son sens élevé de collaboration qui facilite la coopération. Pour lui, c'est l'amour du pays et les Congolais. Et tout projet qui vient pour développer, transformer le Congo, il fera tout pour que ces projets puissent, n'est-ce pas, produire les fruits tels que voulu entre les deux parties. Pour activer les investissements dans différents domaines, plusieurs membres du gouvernement et responsables de structures étatiques, à l'instar de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, ont été associés à la démarche. Toujours au bureau du chef de l'État et dans une autre salle cette fois, le président de la République a réuni quelques responsables de services de sécurité, de la police nationale, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Outre la situation sécuritaire du pays examinée en profondeur, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a donné des instructions claires pour la sécurisation des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa dans 10 jours. Le commandant suprême de forces armées et de la police nationale a fixé à ce responsable un objectif à atteindre, celui de 0 incident pendant la période des Jeux. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a confié au sortir de cette réunion que les différents services vont mutualiser leurs efforts. Les patrouilles mixtes vont se déployer dans les prochains jours pour garantir une quiétude permanente aux citoyens du pays et particulièrement aux délégations étrangères présentes dans la capitale pour prendre part aux Jeux de Kinshasa. À 11 jours du début des 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a réuni lundi 17 juillet toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement historique pour la République démocratique du Congo. Il s'agissait de passer en revue toutes les questions relatives à la réussite de cette compétition. Le ministre de la Communication et Médias, qui a fait le point de cette rencontre, a indiqué que de telles rencontres doivent se multiplier pour que chaque question soit suivie en détail pour la réussite de ces Jeux. Écoutez, nous sommes exactement 11 jours de l'organisation des Jeux. Et donc vous devez vous habituer à nous voir ici au quotidien ou à nous voir sur le terrain au quotidien avec le Premier ministre chef du gouvernement. Il a fait hier, il a fait avant-hier, parce qu'il est question pour nous maintenant de regarder les derniers détails pour voir dans quelle mesure on s'assure que tout a été mis en place pour la bonne organisation de ces Jeux. Vous étiez avec nous au stade de Martyr, qui est le site principal de l'organisation de la compétition, où tout
est presque prêt. Il reste que de petits travaux, de nettoyage, mais globalement, les grosses œuvres ont déjà été construites. Le même constat a été fait au niveau de l'Unikin. Il y a toujours de petites retouches qu'il faut faire à gauche, à droite, mais globalement, à 11 jours de l'événement, nous sommes plutôt prêts à accueillir toute l'Afrique, à accueillir toute l'Europe, à accueillir toute l'Asie, donc tous les pays qui font partie de la grande communauté francophone à Kinshasa pour ces Jeux que nous avons placés sous le signe de l'espoir et de la solidarité. Écoutez, il y a une bonne dizaine de délégations qui sont arrivées. Peut-être que les directeurs de Jeux peuvent vous mentionner les détails à propos, mais les dispositions ont été prises pour qu'ils puissent être bien accueillis, les différents athlètes et tous ceux qui les accompagnent, pour qu'ils participent à des Jeux que nous voulons historiques dans la capitale de la République démocratique du Congo, qui, je rappelle, c'est pour la première fois que nous recevons un événement mondial d'une telle ampleur. Les défis étaient grands, mais je pense que nous avons pris toutes les dispositions pour que ces défis puissent être relevés au bénéfice à la fois des Congolais, mais de tous ceux qui viendront de l'extérieur pour participer à ces Jeux. Pour le directeur des Jeux de la francophonie, les athlètes qui sont déjà à Kinshasa sont bien logés et sont contents de participer à cette compétition. D'autres précisions apportées par le porte-parole du gouvernement sont relatives aux questions de la santé et de la sécurité. Le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, le ministre d'État à la coopération régionale, le ministre de Sport ont aussi pris part à cette séance de travail. Sur le taux de change, ce sont tous ces phénomènes auxquels nous assistons aujourd'hui. Alors, quelles mesures nous avons prises concrètement? La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché des changes. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation, d'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins de l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en franc congolais. Ça voudrait dire que lorsque vous avez des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du Trésor. Alors, en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur le marché de change. C'est un élément qui va venir consolider et qui est conforme à la logique. Le franc congolais est notre monnaie, nous avons le devoir de la soutenir. Et donc, au-delà de cela, nous allons également travailler, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la Banque centrale, nous allons travailler davantage pour surveiller la qualité de nos dépenses publiques. D'abord, nous allons renforcer le suivi du plan de trésorerie. Nous avons un plan de trésorerie que nous gérons en accord, en coordination avec la Banque centrale. Nous allons accentuer ce contrôle, cette collaboration, pour avoir une plus grande visibilité sur l'offre et la demande des devises, sur l'offre et la demande des francs congolais. De manière à ce que chaque fois que le Trésor va faire des paiements à la Banque centrale, on s'assure que ces paiements se fassent de manière régulée et qu'il n'y ait pas un élément qui incite les gens à aller se porter sur le marché du change. Et dans cette trésorerie, nous allons particulièrement veiller à ce que les dépenses en cash soient évitées ou limitées au strict minimum. Il y a des habitudes que nous avons acquises depuis longtemps où beaucoup de dépenses sont payées en cash au guichet de la Banque centrale. Et lorsque les gens prennent le cash, directement ils vont sur le marché de change. D'ailleurs, parfois, quand vous regardez aux abords de la Banque centrale, les comptables publics vont percevoir l'argent accompagné de cambistes qui récupèrent le sac et qui cherchent des devises. C'est aussi un facteur qui a une incidence sur le marché de change parce que ça crée psychologiquement un doute et ça pousse les gens à vouloir davantage se protéger en devises, même quand ce n'est pas justifié. Donc, nous avons dit, nous allons être beaucoup plus stricts à partir de demain. Nous avons déjà commencé à serrer cela, mais à partir de demain, encore plus, nous allons proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale. Et
D'ailleurs, c'est une obligation légale parce que la Banque centrale est également soumise à la limitation de 10 000 $ ou équivalent pour les retraits en espèces. Donc nous allons renforcer l'application de ces dispositions pour réduire les sorties d'espèces et puis éviter que ces espèces se retrouvent sur le marché de change parallèle. Voilà les mesures que nous avons prises et que nous avons renforcées ce soir et qui vont s'accélérer à partir de demain. Plusieurs questions figuraient à l'agenda de cet entretien entre le gouverneur et la ministre d'État en charge de l'environnement en mission officielle dans le Haut-Katanga. Jacques Kaboula Katoué et Eve Bazaïba Massoudi ont notamment parlé de la protection de l'environnement, de l'évaluation de la pollution et surtout des études de faisabilité du terrain qui sera attribuée à un investisseur désiré d'opérer dans l'agroalimentaire. Je viens pour une mission officielle et cette mission-là revêt plusieurs paliers. Il y a d'abord la protection des forêts, parce qu'il y a un agro-industriel qui vient nous donner la possibilité d'accéder facilement à la farine, mais pour cultiver, pour faire cette industrie agroalimentaire, il faut couper les bois. Entre-temps, moi, mes bébés, ce sont les miombo. Je dois aller voir, on va les couper, on va les déplacer, qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce que je ferai pour les protéger. On a besoin de l'oxygène, mais nous avons aussi besoin du pain. Le chef de l'exécutif provincial aura par la suite une entrevue avec le ministre national du numérique, Eberand Kashmir Kolongele. La vulgarisation du nouveau code numérique en RDC a dominé ces échanges. Nous avons eu le bonheur d'échanger avec le gouverneur sur le code numérique. Comme nous sommes en période de vulgarisation du contenu de ces textes qui est très important, qu'on puisse également exprimer à l'autorité provinciale la nécessité également de pouvoir changer ces services administratifs pour les mettre dans un système digital aujourd'hui. Eberand Kashmir Kolongele a sollicité auprès de l'autorité provinciale l'accompagnement du gouvernement du Haut-Katanga dans cette action. Oui, justement, nous sommes arrivés au commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé le général Eddy Mukuna, qui était à l'initiative de l'invitation lancée à mon client, M. Peter Tchani. Nous avons tenté de le rechercher, mais nous a laissé une fin de non-recevoir. Et donc finalement, il n'y a pas eu de suite. Et que vous pouvez même comprendre qu'autour de cette invitation-là, il y avait beaucoup des zones d'ombre qu'il fallait clarifier, d'autant plus qu'il n'y avait ni numéro sur le numéro du dossier sur l'invitation. Il a été invité en tant que journaliste, en tant qu'il aurait commis une autre infraction, nous ne savons pas. L'invitation n'a même pas été déposée ni à son adresse, non plus, on lui a remis à personne. Donc, nous apprenons déjà des rumeurs qu'il s'agirait du dossier concernant l'assassinat du regretté Sheridan Okende. Mais si tel est le cas, nous demandons quand même que la procédure ne soit toujours pas orientée de façon si cavalière, dans la mesure où l'adresse de Peter Tchani est bien connue, que s'il faut poser des actes, nous ne savons pas, c'est le procureur général près la Cour de cassation qui intervient sur les dossiers, mais au même moment c'est la police qui pose des actes. Donc nous nous posons vraiment des questions de savoir finalement de quelle façon cette enquête est orientée. Et pour ce faire, nous souhaitons assez que on puisse clarifier d'abord ces différentes questions. Notre client va se présenter dès que l'invitation lui sera invitée. D'ailleurs, on sait qu'il a été parmi les premières personnes à avoir communiqué là-dessus, qu'il faisait son travail de journaliste. Cela est autorisé par nos lois, mais que l'on respecte les lois du pays, que l'on respecte la procédure telle que le veut nos dispositions juridiques. Ça n'inquiète personne, mais ce que nous demandons, c'est que l'orthodoxie judiciaire soit respectée, dans ce sens que un dossier doit être renseigné, donc un dossier doit comporter un numéro. Et que lorsqu'il faut lancer une invitation, ce n'est pas au jour même dont on lance l'invitation qu'il faut absolument que le concerné puisse se présenter.
Et vu tous ces éléments-là, il faut qu'on puisse considérer que les choses paraissent un peu louches. Les choses paraissent un peu louches et qu'il faille vraiment régulariser, il faille refaire la démarche. Et en cela, nous pourrons nous présenter dès que l'invitation nous sera lancée. Mais si c'est fait toujours de cette manière-là, il y a quand même à déplorer cette procédure qui nous paraît encore une fois de plus très cavalière. Encore que lorsqu'on lance l'invitation pour 10 heures, nous nous présentons quelques heures après, malgré les difficultés, mais Il y a quelques jours, la population du territoire de Tchilengé, en colère, avait saccagé les différents chantiers amorcés dans ce territoire, dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Cette situation a préoccupé le gouverneur Patrick Mathias Kabea-Machabidi au plus haut point. C'est ainsi que, ce lundi 17 juillet 2023, il a présidé un conseil de sécurité extraordinaire pour tabler sur cette situation. Le bâtiment administratif du territoire a servi de cadre pour cette importante réunion. À l'issue du conseil, l'autorité provinciale accompagnée par la population locale s'est rendue au lieu des incidents pour s'enquérir personnellement de cette situation qui, du reste, n'a pas favorisé un climat de paix à Tchilengé. Après avoir constaté le dégât, le gouverneur de province a, avant son adresse à la population, donné la parole au député provincial Jean Baya Bitangilaï. Nous comprenons votre colère, mais la prochaine fois, quand vous constaterez le dérapage dans l'exécution de travaux, faites-le savoir aux autorités. Dans la parole, le chef de l'exécutif a d'abord rappelé à la population que ce programme de développement local de 145 territoires est l'œuvre du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que les ouvrages issus de ce programme doivent être protégés. Je comprends votre démarche. C'est dans la logique du contrôle citoyen. Mais détruire n'a jamais été une solution. Il fallait saisir les autorités locales qui devaient à leur tour nous informer. La prochaine fois, ne détruisez pas, saisissez les autorités, a indiqué Patrick Mathias. Le gouverneur de province a par la même occasion informé à la population qu'il tiendra ce mardi 18 juillet une importante réunion qui va réunir les parties prenantes à l'exécution de ce travaux pour une séance de travail afin de régulariser de manière la plus efficace cette question. Ndimulwa honorable Ambi Bwani nous vuni change. Ndinola d'abord toi sakidila bwalu nulonde shemidimu ya mfumo adi tunga fachi beton. Tuchira ego fachi beton bikashi. Bwalu chino jibenza chidiba bikila mu français ni contrôle citoyen. Ndinola toi sakidila. Ndino lesha kabidi nunkweo. Musango kumpala nweni bamona maluka imimpa to. Kanu ikubumbula to. Nujiba mpetani. Kanu ikubumbula to. Nulokuba funda. Anyi nulokuambila ba autorité. Nujiba kuambila chef wa localité. Kuambila bourgmestre wa commune. Anyi kuambila na chate. Nujiba mpetani. Kuambila bwani tulibo mwana ni mwaba wanaka. Malu ajibenzaki malu mimpa to. Sur le lieu, quelques habitants du territoire ont soumis au gouverneur quelques desiderata relatifs à leur quotidien. Exactement, nous avons rencontré son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec les 2 points à l'appui. Le premier point, c'était dû à l'impayement qui s'est fait au niveau de l'entreprise, que nos amis sont en train de revendiquer pour le moment. Et le deuxième point aussi, c'est l'abrogation de l'arrêté du ministre qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de déplorer maintenant. Que nous avons demandé à l'autorité provinciale de plaider ou de nous assister de telle manière qu'on puisse l'abroger. Parce que nous reconnaissons il y a longtemps, plus de 10 ans, notre entreprise n'a pas connu l'impayement, même pas de 1 minute. Mais maintenant, là, nous en connaissons plus de 3 mois, 4, nous allons maintenant vers 4e mois. Alors nous demandons, Excellence, Monsieur le Gouverneur, de nous assister, de nous accompagner à cette lutte pour qu'on abroge cet arrêté qui nous plonge dans les malheurs, qui risque même d'entraîner l'entreprise à la fermeture
au moment où nous déplorons d'autres entreprises qui n'ont pas encore pris un souffle de vie, nous ne pouvons pas encore perdre la SACIM de la même manière. Le code minier, article 85 et 108, donne l'obligation ou la liberté de vente libre de minerais de diamants à la SACIM. Mais nous regrettons que cet arrêté est en train seulement de bloquer la SACIM de vendre librement que l'AMIBA. Parce que l'AMIBA, nous sommes dans le même sac avec lui. L'AMIBA est en train de vendre librement et localement en Mbuji-Mayi. Mais pourquoi pas la SACIM? Nous nous posons tous la question sur ce point-là. La réaction du gouverneur est telle qu'on puisse d'abord garder ou chercher à dire à nos amis de protéger le patrimoine. Et puis d'attendre, il va entrer en contact avec la direction générale pour leur paiement. Et d'aider, il va aussi plaider pour l'abrogation de cet arrêté qui nous crée défaut sur tous les points. L'un des plus grands obstacles au développement de la province du Congo central, c'est l'accès à l'électricité, une ressource qui touche moins de 10% de la population de cette province, et Matadi, son chef-lieu et sa plus grande ville, n'est pas épargné par les problèmes. C'est ainsi que le gouverneur de province, Dr Guy Banolongidi, soucieux de trouver des solutions durables à ces fléaux, a pris le temps de parcourir certaines zones de la ville vivant dans l'obscurité depuis de nombreux mois. Et 24 heures seulement après son passage, les ingénieurs de la Société nationale d'électricité ont procédé à l'installation des transformateurs neufs que l'autorité provinciale a mis à leur disposition. Jean Ekou, habitant de Nimantoine dans la commune de Matadi, ne cache pas sa joie de voir son quartier bénéficier d'un transformateur neuf de 1000 kVA. Donc, cabine ya ivandaka awa ya bandaka te kusala ve. De basa tout la yaou, ça me bandaka kusala. Mais bitu mona tata beto papa gouverneur Guy Bandu. En tout cas, nzambi fwana yani parce que ametuba ya mesalema. Bitu mona cabine ivandaka awa ba me katusa yaou. Basa tout le beto cabine ya nene ke na capacité ya 1000 kVA. En tout cas, il y a mes mingi. Pareil pour les quartiers Minkondo dans la commune de Mvuzi, avec la cabine Saint-Gérard, et pour les Kambanana dans la commune de Nzanza, où les habitants de ces quartiers périphériques ont accueilli leur nouveau transformateur de 630 kVA, c'est après avoir vécu plus de 5 mois dans le noir. Papa me sepela mingi. Mais en tout cas, moi qui est ce qu'il me cuisine na Kambanana, ça n'a même pas courant. En tout cas, félicitations. Papa, tu me nyokama. Il y a un fait 4 mois, 5 mois. En tout cas, félicitations, merci. Mais vous te demandez à papa Vanda Amazon vraiment à me permettre de me réaliser. Vraiment, Raphaël Loko et Isaac César Benjambemba, respectivement commissaire général à l'énergie et directeur provincial de la SNEL Congo central, ayant supervisé ces travaux, ne sont pas allés par les deux de la cuillère pour saluer le pragmatisme et le réalisme du chef du gouvernement provincial. Nous sommes contents du pragmatisme de son excellence Monsieur le gouverneur, parce que sa volonté venait de s'accomplir aujourd'hui. Vous avez vu hier, nous avons visité les 3 sites. Aujourd'hui, directement, nous sommes passés à l'acte pour déposer les transformateurs. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Nous disons tout simplement merci beaucoup à notre gouverneur. La promesse donnée est réellement réalisée parce que la SNEL est bénéficiaire et la population bénéficiaire aussi. Nous sommes fiers de ça. Ces transformateurs soient les bienvenus dans tous ces sites-là pour que notre population ait le courant tel que souhaité. Désormais, plus de 1200 ménages voient à ces jours les problèmes d'électricité être résolus. Une première étape de cette vaste opération qui s'étendra dans les tout prochains jours sur l'ensemble de la province grâce au dynamisme de celui que d'aucuns appellent champion de la vision du chef de l'État qui fait de l'amélioration du vécu quotidien de ses administrés l'une de ses préoccupations majeures. Ce journal est arrivé à la fin. Un merci à tous de nous avoir suivis.